Bienvenue dans The Debate. Le Real Madrid est, on peut le dire, en pleine zone de turbulence entre des résultats décevants et des rumeurs persistantes de mutinerie au sein du vestiaire. Le club navigue un peu à vue. Du coup, tous les regards sont tournés vers le mercato d'été 2026 qui s'annonce comme celui d'une reconstruction. Mais c'est la méthode qui interroge. D'après nos informations, le club s'oriente vers une nouvelle stratégie, une stratégie très stricte. D'un côté, investir sur de très jeunes talents de moins de 20 ans et de l'autre, ne recruter des joueurs confirmés que s'ils sont en fin de contrat, donc gratuits. La question qui nous oppose aujourd'hui est simple. Cette approche est-elle un coup de génie ou un suicide sportif ? Pour ma part, je suis convaincue que cette stratégie est pragmatique et visionnaire, la seule capable d'assurer un succès durable. Le dissident. Et je soutiendrai que cette stratégie, sous ses airs de prudence, est en réalité un pari extrêmement risqué. En s'imposant des contraintes aussi rigides, le club, il risque de se couper des talents d'élite dont il a un besoin immédiat pour gagner. Moi, je pense qu'il faut voir cette stratégie non pas comme une contrainte, mais comme une libération. Le marché des transferts est devenu complètement irrationnel, vous le savez. Il est dopé par des clubs États aux ressources illimitées. Le Real Madrid ne peut plus gagner cette course à l'armement, alors il change les règles du jeu. Ce n'est pas une retraite, c'est une sorte de guérilla économique. On ne se bat plus sur le terrain d'échecs à 150 millions, mais sur celui du scouting précoce, de l'analyse de données et des fins de contrat. On sécurise l'avenir avec des pépites comme Hendrick et on renforce le présent avec des joueurs expérimentés à maturité sans payer d'indemnité. C'est d'une intelligence redoutable. Le dissident, point. Intelligence redoutable, ou simple nécessité économique qu'on déguise en vertu. Parce que ce que vous décrivez, c'est une politique du compromis. En refusant de payer des transferts pour les joueurs de plus de 20 ans, le club se met volontairement des œillères. Il ignore 95% du marché. Il ne s'agit plus de choisir le meilleur joueur pour un poste, mais le meilleur joueur disponible gratuitement. La nuance est énorme. Nos sources citent l'exemple de Bastoni. Même si la cellule de recrutement le considère comme le défenseur parfait, il n'est pas une option. Pourquoi ? Parce qu'il est sous contrat. Le club renonce donc à son premier choix par principe. On n'assemble pas une équipe de champions du monde en faisant son marché uniquement dans le rayon des promotions. C'est l'abandon. C'est l'abandon de ce qui a fait la légende du Real, la politique des Galactiques. Mais la politique des Galactiques, première version, a aussi mené le club au bord du gouffre financier. Cette nouvelle approche est justement le fruit des leçons du passé. C'est une adaptation. Prenons un cas concret qui illustre parfaitement mon propos. Le milieu de terrain. Le secteur est en crise, il faut le régénérer. L'acquisition de Fabian Ruiz en 2026, à un an de la fin de son contrat, pour un montant très réduit, serait un coup de maître tactique. Le dissident, un coup de maître vraiment, ou un choix par défaut. Fabian Ruiz est un bon joueur, personne ne dit le contraire. Mais est-ce que c'est lui le joueur qui va faire passer un cap au milieu de terrain du Real ? La source elle-même est, disons, tiède. Elle souligne que ça aurait été une meilleure idée il y a 2 ans. Ça sonne comme une solution de second choix, une occasion qu'on saisit parce qu'elle ne coûte pas cher, pas parce qu'elle est la meilleure possible. Vous voyez ça comme un manque d'ambition ? Je vois ça comme une gestion d'effectifs intelligente et équilibrée. On prend un international espagnol confirmé de 29 ans, qui connaît la Liga, qui n'aura en principe aucune difficulté d'adaptation et qui apportera une garantie de performance immédiate. Et on le fait pour une fraction du prix du marché. Cet argent économisé, on peut l'investir sur un jeune à très fort potentiel comme Kismi, qui, selon nos informations, coûterait bien moins cher qu'un Adam Wharton, par exemple. Vous combinez l'expérience à coût maîtrisé avec un pari sur l'avenir, c'est comme ça qu'on construit une équipe sur la durée, pas en empilant d'échecs. Le dissident. Sauf que pendant que le Real construit sur la durée, avec un bon joueur et un espoir, ses concurrents, eux, ils gagnent dans le présent, avec les meilleurs joueurs du monde. Le vrai problème de votre raisonnement, c'est qu'il est purement comptable, pas sportif. Cette stratégie rend des joueurs comme Vitinha, qui est peut-être le meilleur à son poste en Europe, financièrement impossible. Par définition, le Real Madrid ne se donne même plus le droit de rêver, le droit d'entrer dans la discussion pour s'offrir une star mondiale. Ce n'est plus de la gestion, c'est de l'autocensure. Un club comme le Real Madrid ne devrait jamais se dire qu'un joueur est impossible. Mais c'est une question de réalisme. Vitinha est sous contrat jusqu'en 2029. Tenter de le recruter serait une perte de temps et d'énergie colossale pour un résultat quasi nul. Le club préfère concentrer ses ressources là où il peut vraiment faire la différence. Et cette obsession pour le coup, comme vous dites, a des conséquences très concrètes et positives sur d'autres secteurs. Regardez la défense. Le dissident. Justement, parlons-en.
Cette stratégie réactive, attentiste, elle est encore plus dangereuse en défense. Le duo Alaba-Rudiger est vieillissante, la charnière centrale est le point faible de l'équipe. Votre plan, c'est d'attendre patiemment que les contrats de Konaté et Schlotterbeck arrivent à leur terme en 2026 et 2027. Mais que fait-on en attendant ? On subit pendant 1 ou 2 saisons, on perd des titres à cause d'une défense perméable en attendant que les bonnes affaires se présentent. C'est un sacrifice du présent pour un futur hypothétique. Le coût sportif est potentiellement énorme. Attendez, votre raisonnement ne tient pas la route. Vous parlez d'attentisme, moi je parle de planification chirurgicale. Ce n'est pas une approche passive, c'est une manœuvre préparée de longue date. Au lieu de céder à la panique et de surpayer le premier défenseur central à la mode, comme un Castello Luqueba, qui serait hors de prix avec son contrat jusqu'en 2029, le club se positionne pour une double opération d'une efficacité redoutable. En 2026, vous signez Ibrahima Konaté, international français, libre. L'année suivante, vous négociez Nico Schlotterbeck, international allemand, à un prix dérisoire car il ne lui restera qu'1 an de contrat. En 2 étés, pour un coût de transfert total minimal, vous avez entièrement renouvelé votre défense centrale avec 2 joueurs de classe mondiale dans la force de l'âge. Dites-moi en quoi ce n'est pas un plan brillant. Le dissident. Sur le papier, c'est un plan séduisant, mais son angle mort, c'est sa fragilité. Il repose entièrement sur des facteurs que le Real ne contrôle pas. Et si Konaté subit une grave blessure 6 mois avant la fin de son contrat ? Et si un club anglais lui offre un salaire et une prime à la signature que le Real ne veut pas suivre ? Et si Schlotterbeck prolonge avec Dortmund ? Votre plan brillant s'effondre comme un château de cartes et le club se retrouve en 2026 sans défense et sans plan B, parce qu'il aura ignoré toutes les autres options du marché pendant 2 ans. On ne bâtit pas une dynastie en attendant les soldes. On la bâtit en étant proactif, en identifiant la cible parfaite et en payant le prix qu'il faut pour l'avoir, quand on en a besoin. Mais tout transfert comporte un risque. Payer 100 millions pour un défenseur qui ne s'adapte pas est un risque bien plus grand, car il plombe les finances du club pour des années. Le risque que je décris, c'est un risque calculé et maîtrisé. Et cette philosophie de maîtrise et de discipline, elle doit s'étendre jusqu'au banc de touche. C'est une stratégie qui appelle un certain profil d'entraîneur. Le dissident. Oui, un profil d'entraîneur qui accepte de travailler avec les mains liées dans le dos. C'est ça le fond du problème. Ah, je ne le vois pas du tout comme ça. Nos sources évoquent le nom de José Mourinho. Il est décrit comme quelqu'un qui s'adaptera aux joueurs que Florentino Pérez lui donnera. Vous y voyez une soumission, moi j'y vois une synergie parfaite. Cela crée une chaîne de commandement claire, une structure cohérente où la vision à long terme du club est exécutée par un entraîneur pragmatique entièrement dévoué au projet institutionnel. L'entraîneur n'est plus un électron libre qui fait des caprices pour tel ou tel joueur, il devient un maillon essentiel d'une machine bien huilée. La stratégie de recrutement et le choix du coach se renforcent mutuellement. Le dissident. Mais cette synergie se fait au détriment de l'excellence. Un autre nom est mentionné dans nos documents, Jürgen Klopp. Il est l'antithèse de ce modèle. On nous dit qu'il exigerait les pleins pouvoirs et un contrôle total sur le recrutement. Avec une stratégie aussi rigide, il ne mettrait même pas un pied à Madrid. Voilà la liste des joueurs en fin de contrat, faites votre marché et débrouillez-vous. Le résultat, c'est qu'en limitant ses options de joueurs, le club limite aussi drastiquement ses options pour attirer les meilleurs entraîneurs du monde. Mais est-ce que le modèle Klopp est vraiment souhaitable pour le Real Madrid ? C'est un modèle qui crée une dépendance immense envers un seul homme, qui mène à des cycles de dépenses massives et qui se termine souvent par un épuisement de l'entraîneur comme de l'effectif. Le modèle que Pérez essaye de construire est différent. Il vise à rendre l'institution plus forte que n'importe quel individu, que ce soit un joueur ou un entraîneur. C'est une vision qui assure la stabilité et la pérennité, peu importe qui est sur le banc. C'est un choix fondamental entre le culte de la personnalité et la force de l'institution. Le dissident, une institution qui, en refusant de s'offrir les meilleurs talents, joueurs comme entraîneurs, pourrait bien devoir s'habituer à ne plus être la meilleure sur le terrain. L'institution, c'est bien, mais ce sont les trophées qui la font vivre. La stratégie de Pérez attire Mourinho, mais elle repousse Klopp. C'est un choix qui en dit très long sur la nouvelle ambition peut-être revue à la baisse du club. Pour résumer ma position, je reste convaincu que cette nouvelle direction est une évolution à la fois nécessaire et brillante. Face aux dérives financières du football moderne, le Real choisit la voie de l'intelligence, préparer l'avenir avec les pépites de demain et renforcer le présent en saisissant les meilleures opportunités de marché. C'est un modèle de gestion vertueux, conçu pour dominer sur le long terme, loin des coups de folie qui ne garantissent rien. C'est le choix d'adapter sa stratégie pour continuer à gagner, plutôt que de s'enfermer dans un modèle passéiste et économiquement intenable. Le dissident.
Et pour conclure, je maintiens que cette approche, si prudente soit-elle sur le plan financier, est un pari sportif à très haut risque. En s'interdisant par principe de payer des transferts pour des stars confirmées, le Real Madrid prend le risque d'accumuler un retard considérable sur ses rivaux européens. La priorité semble être passée de la valeur sportive du joueur au coût de l'opération. La vraie question est de savoir si le Real Madrid est encore un club qui achète des superstars ou s'il est devenu un club qui cherche des bonnes affaires. L'histoire du club s'est bâtie sur la première option, pas sur la seconde. L'été 2026 nous apportera sans doute un début de réponse. Nous verrons si cette philosophie est le socle d'une nouvelle dynastie bâtie sur la raison ou si elle marque le début d'un déclassement assumé. Des éléments que nous avons aujourd'hui dessinent deux chemins radicalement opposés et c'est ce choc des visions pour l'avenir du plus grand club du monde qui rend cette période si fascinante à analyser.